Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite bonsoir. Et puis, dans la série de nos conférences, la dernière fois, nous avions parlé... Merci de suivre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, nous allons parler du marché. Pourquoi ça marche? C'est vrai que le marché, aujourd'hui, est très souvent décrié, car peut être perçu comme une sorte d'entité mystérieuse, ayant une volonté propre, qui s'imposerait aux hommes, aux femmes, aux politiques. Les marchés volent, les marchés exigent, les marchés sanctionnent. En fait, les marchés, c'est très simple. C'est vous, c'est moi. D'instinct, nous savons tous ce qu'est un marché. Un marché, c'est le lieu où se rencontrent des personnes qui cherchent à acheter, à vendre une marchandise, un service, et c'est là où se fixent les prix. Au centre, le marché forain de nos villages, l'ancêtre des marchés, le marché du supermarché, le marché de la voiture d'occasion, les salles de vente, la bourse où l'on cote les entreprises, le marché du travail. Le marché est présent partout dans notre quotidien. Nous l'avons dit, il n'y a pas d'économie sans échange. Et bien évidemment, il n'y a pas d'échange sans marché. Souvenez-vous de Robinson. Robinson tout seul sur son île, il peut faire des choix rationnels. Est-ce que je dois pêcher, cueillir des noix de coco à cette heure-ci? Mais il ne peut pas échanger. Et bien évidemment, il n'y a pas de prix. Pas d'échange, pas de prix. À haut et gros, on l'a montré, le néandertalien et l'homo sapiens, ils sont capables d'échanger, et nous l'avons vu, l'échange est créateur de valeur, mais l'échange dont nous avons parlé, c'était le troc. Et c'est vrai que l'échange, il existe dans la plus petite unité primitive, familiale, tribu, l'homme chasse, cueille, pêche, protège les siens du danger, ceux-ci s'occupent du foyer, de la préparation de la nourriture, fabrique des vêtements. Mais, bien évidemment, le truc est possible. Mais il va très vite se révéler insuffisant et il est beaucoup plus commode, dès qu'on est une communauté organisée, d'aller sur la place publique pour offrir ce que l'on a contre ce dont on manque. On peut le faire par le troc, certes, mais on peut le faire avec l'invention de la monnaie contre une monnaie marchandise intermédiaire, acceptée par tous, et qui va faciliter l'échange, permettre l'élaboration de prix, et donc permettre ce qui est essentiel, le calcul économique. Au bout du compte, donc, le marché, c'est un lieu d'échange qui nécessite deux choses: des règles de droit pour pouvoir échanger mon téléphone portable contre je ne sais trop quoi, votre cravate. Encore faut-il que vous soyez propriétaire de votre cravate et que je sois propriétaire de mon téléphone portable. Donc le marché suppose du droit et des droits de propriété. Il faut que la propriété soit protégée et soit accompagnée de contrats de confiance permettant cet échange. Et puis il faut une monnaie. Nous en parlerons dans une prochaine conférence. La monnaie, c'est essentiel, c'est compliqué, mais c'est ce qui va aboutir à donner le prix à chaque chose. Aujourd'hui, je vais faire l'impasse sur la monnaie. Rien donc de plus simple en apparence,
Et pourtant, on va très très longtemps s'interroger sur le prix de marché, sur le rapport entre le prix d'une chose et la valeur d'une chose. De savoir si, au fond, est-ce que c'est bien le juste prix. D'ailleurs, on retrouve en permanence ces interrogations. Combien t'as payé cette voiture d'évasion là? Mais bon, c'est pas ça, tu t'es fait avoir. Ça vaut pas ça. Combien gagne ce joueur de football, cet artiste, ce chef d'entreprise? Autant? C'est pas juste. Donc, l'idée du juste prix, vous le voyez, elle refait surface à chaque instant. Combien les producteurs ont acheté, combien les producteurs ont vendu leurs légumes au supermarché? Combien ils l'ont revendu? Ah, c'est pas juste. Donc l'idée de justice, elle est très liée à l'idée de prix. Derrière ces interrogations, il y a l'idée que le prix qui est payé n'est pas le bon. Et si le prix n'est payé n'est pas le bon, c'est que les choses ont une valeur en soi, une valeur objective, ou une valeur juste au regard de considérations morales. C'est la balance de la justice qui doit peser les prix. Et dans l'économie de la première vague, souvenez-vous nos 3 vagues, j'y reviens régulièrement, c'est essentiel. Dans l'économie de la première vague, celle de la société agricole, c'est cette approche du juste prix qui va dominer. La théorie médiévale du juste prix. Le juste prix est une obligation, fixée d'ailleurs par la doctrine canonique et les théologiens. Le juste prix, c'est un prix équitable qui reflète la valeur du travail, la valeur juste du travail, incorporée dans le bien ou le service. En fait, il n'y avait rien de plus normal. L'économie était stagnante, sans croissance, sans innovation. La valeur de la plupart des choses avait un prix habituel, un prix coutumier, un prix juste. Et déroger à ce prix coutumier, c'était déjà commencé à être profiteur. En fait, tout va changer avec notre bonne vieille école de Salamanque. Souvenez-vous, ce groupe de théologiens et de juristes espagnols au XVIe siècle, qui vont essayer de redéfinir le juste. Le juste prix, la juste guerre, le droit juste, le juste naturalisme, qui va rompre avec les concepts médiévaux du droit, faire revivre, en renouant avec l'Antiquité, la tradition d'Aristote, puis la tradition de saint Thomas. Et se pensant sur la notion de prix, ils ont le même étonnement que les Grecs, qui s'étonnaient de ne pas trouver une corrélation entre le prix d'une chose et son utilité. Et les Grecs, Aristote en premier, je crois, avait cherché du côté de la rareté. Mais tout potage de première année de philosophie sait bien que, certes, tout ce qui est rare est cher, un cheval-borgne est rare, on ne peut pas pour autant conclure qu'un cheval-borgne est cher. Et après ces interrogations métaphysiques passionnantes, Aristote avait fini par répondre que le prix juste résultait de la justesse de l'échange. Les juristes de l'ancienne Rome avaient suivi dans cette direction. Ils tenaient pour loi que toute chose valait ce qu'elle avait été payée. C'était simple. La valeur et le prix se confondent. C'est l'adage latin, du moment que les contractants agissent en connaissance de cause et s'entendent librement sur le prix, il n'y a pas d'injustice. Autrement dit, il y a prix juste. Et donc, en tirant ce fil venu de l'Antiquité, l'école de Salamanque va développer une théorie subjective de la valeur et du prix, qui consiste à dire que, puisque l'utilité d'un bien varie d'une personne à une autre, le prix juste sera celui auquel on aboutit par un accord mutuel, dans un échange, dans un commerce, les mots sont synonymes à l'époque, dans un échange libre. C'est-à-dire sans monopole, sans tromperie, sans intervention arbitraire de qui que ce soit.
Donc l'école de Salamanque, en fait, on peut dire, tranche le débat du juste prix, comme le dira Montesquieu, c'est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises. Autrement dit d'ailleurs même, le juste prix, c'est pas la balance de la justice, c'est la balance du commerçant, la balance du marché. Avec l'économie de la seconde vague, celle de la société industrielle, les premiers économistes, bien évidemment, les premiers économistes classiques, Adam Smith, Ricardo, vont s'interroger. Ils constatent la valeur d'échange. Ils ne remettent pas en cause la valeur d'échange comme étant juste, mais s'il y a un prix de marché qui se constate, de quoi ce prix de marché est-il le prix, comme dirait-on dans un sabir contemporain? De quoi ce prix de marché est-il le prix? Derrière ce prix, il y a sûrement quand même une valeur objective. C'est l'époque où on veut rationaliser. Hein. Il y a une valeur objective, un critère objectif qui permet de fonder la valeur de toute chose. Et Adam Smith va ainsi très laborieusement, on l'avait dit, distinguer la valeur d'usage, fonction de l'utilité, de la valeur d'échange. Et Adam Smith estime que la valeur d'échange d'un bien déterminé est déterminée par la quantité de travail qu'il contient. Donc le travail est la mesure réelle de la valeur échangeable. Et à la suite d'Adam Smith, on l'a esquissé au passage, David Ricardo va tout aussi laborieusement reprendre la thèse de la valeur travail et va essayer d'intégrer deux autres notions, travail, mais il faut quand même parler un peu de la rareté, et puis le capital, la formation de capital fixe, et Ricardo, c'est le début de l'industrie, dans la fixation de la valeur d'un bien. Je passe pour en arriver à une figure dont je parlerai peu en dehors de cette conférence, qui est Karl Marx. À la suite de David et de Ricardo, Karl Marx va reprendre la théorie de la valeur travail, et puis il va la détourner pour en faire une théorie de l'exploitation. Donc la valeur d'un bien, c'est la quantité de travail incorporée dans la fabrication du bien, dans la fabrication des machines nécessaires à la production de ce bien. Karl Marx, qui avait peut-être lu Frédéric Bastiat, va quand même s'étonner. Dans la plus pure verve de Bastiat, il va dire, mais au fond, si un homme est paresseux, si un homme est malhabile, il va falloir davantage de travail. Donc le bien aura plus de valeur. C'est absurde. Et Marx va donc parler du temps de travail nécessaire dans des conditions de production normales d'une société donnée, avec un degré moyen d'habileté des travailleurs qui vont permettre de fixer le salaire normal. Enfin, le salaire normal, pas tout à fait, parce que ce salaire moyen sera toujours, nous dit Karl Marx, payé au minimum par les capitalistes. Il sera en réalité un salaire de subsistance. Karl Marx va s'inspirer, il la réfutera pour d'autres raisons, mais de ce qu'on appelle la loi d'airain des salaires, qui est celle d'un socialiste allemand, qui a un nom bien français, mais je vous assure qu'il est allemand, Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle avait été arrêté, mis en prison, il avait comme copain de cellule un certain Karl Marx. Dans son programme ouvrier, et bien plus tard, Ferdinand Lassalle va parler de la loi d'airain des salaires. Le salaire moyen ne dépassera jamais ce qui est indispensable, je le cite, conformément aux habitudes nationales pour entretenir l'existence des ouvriers et continuer la race. Et le salaire moyen est toujours le salaire minimum de subsistance. Et donc, pour Marx, dans la foulée de Lassalle,
les offreurs de travail que sont les salariés sont contraints d'être payés au minimum social vital nécessaire par les méchants capitalistes, et le reste assure donc la plus-value du capital, c'est là la plus-value, salaire minimum d'existence, prix de vente, entre les deux il y a la plus-value et l'exploitation. Et derrière cela, il va y avoir la thèse de la paupérisation, les pauvres vont être toujours plus pauvres. Mais ce qu'il y a de bien avec Karl Marx, c'est que les riches sont aussi condamnés. Dans une économie, faut dire ça, c'est l'idée qu'il y aura de moins en moins de profit. Parce que la loi de la concentration du capital va faire que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, en fonction de la loi des rendements décroissants. Vous pouvez faire des économies d'échelle pendant un certain moment, et puis quand vous êtes arrivé à un certain stade, eh bien, vous commencez à avoir des rendements décroissants. Donc la loi des rendements décroissants, elle est tirée en réalité de la rente foncière. Une terre agricole, vous pouvez mettre autant de graines que vous voulez, autant d'engrais que vous voulez, à un moment donné, pour entrer dans les rendements décroissants. Il en est de même pour les entreprises, et donc ceci explique qu'on va, dans un premier temps, concentrer, augmenter l'intensité capitaliste au détriment du travail, et puis après, tout naturellement, après la paupérisation, vient la baisse tendancielle du taux de profit. Comme les patrons sont incapables d'élever les salaires au-dessus du niveau de subsistance, des crises de surproduction vont se produire. Le capitalisme va donc aller de crise en crise, avec la concentration croissante, la baisse du taux de profit, toute chose que, bien évidemment, on a observé dans l'histoire. Bien évidemment, il n'en a rien été. La paupérisation est une mystification. Les gains de productivité vont bénéficier aussi aux salariés. Le capitalisme n'a pas été condamné par la baisse tendancielle des taux de profit. Donc, oublions Karl Marx, mais c'est un détournement de la valeur travail qui est intéressant quand même à connaître. Mais si on oublie Karl Marx, et que l'on revient à la théorie de la valeur travail, elle est beaucoup trop simpliste pour expliquer certains faits. D'ailleurs, Adam Smith et David Ricardo ont bien senti eux-mêmes les failles de la valeur travail. Pourquoi le prix d'une œuvre d'art, par exemple, ne correspond absolument pas au nombre d'heures passées par l'artiste? Vous avez là deux œuvres majeures, une œuvre de Picasso et une œuvre de Madelin. La mienne est beaucoup plus rare parce que je fais beaucoup moins de dessins que Picasso, et pourtant elle vaut beaucoup moins cher. Et j'ai peut-être mis davantage de temps à dessiner ce chat que Picasso n'en a mis à dessiner sa colombe. Et pourtant, bien évidemment, c'est la valeur du Picasso qui l'emporte. Comment expliquer que le même verre d'eau a une valeur bien plus grande dans un désert que dans une ville? Ou encore, c'est le célèbre paradoxe de l'eau et du diamant. Adam Smith va s'interroger. Il n'y a rien de plus utile que l'eau. On peut presque rien acheter avec de l'eau. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur. Mais quand on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Adam Smith va d'abord chercher à expliquer ce paradoxe en se disant un diamant, il faut aller le chercher quand même, il y a du boulot derrière. Là encore, ça ne marche pas. Les émeraudes sont beaucoup plus rares que les diamants. Elles demandent beaucoup plus de temps de travail pour leur extraction que les diamants, et pourtant, elles sont moins chères. Et puis, dans l'histoire, on se souvient que dans certaines contrées de l'Himalaya, que hélas je n'ai pas connu, on échangeait naguère du sel contre des saphirs, gramme pour gramme, poids pour poids. Ce qui montre bien que là encore, la valeur travail ne va pas fonctionner.
Le principe, en réalité, qui va expliquer tout cela, c'est le principe de subjectivité de la valeur. Le prix d'une marchandise, d'un service, dépend un peu du producteur, il faut qu'il ait un honnête profit, mais dépend avant tout de l'acheteur. Et toutes ces questions extrêmement compliquées, qui apparaissent simples aujourd'hui, mais que l'on va se poser pendant des décennies, jusqu'au moment où apparaît le principe de subjectivité de la valeur et le concept d'utilité marginale. Donc, la valeur n'existe pas, le prix dépend de l'acheteur, de l'idée qu'il se fait de l'utilité du bien ou du service qu'il va acheter à un moment donné, dans des circonstances données. Et si le prix d'une chose est le même pour tous, l'utilité varie d'un individu à l'autre. Et pour une même personne, l'utilité est également variable. J'ai un très grand plaisir, donc une très grande utilité, à une première glace au mois d'août. Mais la troisième, la quatrième glace ont une utilité très marginale pour moi. Et vous avez là, au fond, la solution du paradoxe de l'eau et du diamant. Personne dans la vie réelle a le choix entre les diamants en général et toute l'eau en général. En réalité, le choix concret, c'est entre des unités de diamants, en l'occurrence des carats, des unités d'eau, en l'occurrence des litres. Et au lieu de comparer dans l'absolu les diamants à l'eau, nous faisons un calcul à la marge selon le principe d'utilité marginale décroissante. Un diamant supplémentaire aura peut-être un peu moins de valeur à nos yeux, mais pas beaucoup moins en raison du prestige social, de la valeur sociale attachée au diamant. Et on peut penser d'ailleurs que dans le passé, quand le prestige social n'existait pas pour le diamant, un silex était plus important qu'un diamant. Et dans un désert mourant de soif, paraphrasant mon royaume contre un cheval, je suis prêt à échanger un diamant contre un verre d'eau. Utilité marginale, car sitôt le premier verre bu, sitôt ma soif est étanchée, la valeur de l'eau décroît rapidement et le diamant retrouve de sa valeur. Le diamant vaut cher parce que son utilité marginale diminue bien évidemment beaucoup moins vite avec le temps, ce qui n'est pas le cas de l'eau. Cette question de marge est une question essentielle. Trop souvent, les commentateurs, les journalistes, les hommes politiques font de l'économie en moyenne. En réalité, en économie, tout se décide à la marge. Quand on parle de la croissance, le signe c'est delta, hein, c'est la marge. C'est un peu plus que l'an dernier. Et toute l'économie va se faire à la marge. Nous en parlerons avec la fiscalité. La fiscalité moyenne, je ne dirais pas que ça n'a pas d'importance, mais elle finit par s'intégrer dans le système de prix. Ce qui compte, c'est la fiscalité marginale. Si vous me prélevez, je dis au hasard 75%, plus 15%, disons 90%, de mon revenu supplémentaire, marginal donc, je mets le pied sur le frein. Si vous me prélevez 33, je mets le pied sur l'accélérateur. Donc les choix, l'économie se font à la marge. Voilà l'importance de cette question de la marge. Donc la valeur va dépendre des circonstances, des personnes, et pas seulement des qualités intrinsèques du bien. On va donc parler d'une théorie dite objective de la valeur, d'une conception subjective de la valeur, qui va faire place, qui va céder la place, qui va prendre la place plus exactement,
à la conception dite objective de la valeur travail. Conception subjective et utilité marginale. Et ça, c'est une véritable révolution de ce que j'appellerais les trois mousquetaires du marginalisme. Vers 1870, trois Européens, le français, ou plus exactement le franco-suisse Walras, l'anglais Jevons, l'autrichien Menger, vont développer chacun de leur côté le concept d'utilité marginale. En réalité, on pourrait le retrouver chez Turgot, chez Condillac, mais enfin, c'est eux qui vont le formuler. Ils affirment que la valeur d'échange est directement corrélée à la valeur d'usage, que cette valeur d'usage est même le fondement de la valeur tout court. Et que cette valeur d'usage dépend de l'utilité marginale, c'est-à-dire de l'utilité d'un bien ou d'un service qu'un agent tirera de la consommation d'une unité supplémentaire. Oh, rapidement, Jevons rappelle que Ricardo s'était étonné de la valeur d'une bouteille de vin. Je la dépose dans une cave, elle se bonifie avec le temps, elle prend de la valeur. Ma cave est mal aérée, elle tourne au vinaigre, elle perd de la valeur. Eh bien, s'appuyant sur ce constat, Jevons va affirmer que le prix n'est pas représenté par le travail nécessaire à sa fabrication, ça on l'avait deviné, mais par le plaisir qu'il procure à son acheteur. Et il va notamment avoir cette interrogation métaphysique: plonge-t-on à la recherche des perles parce qu'elles atteignent un bon prix, ou bien les perles atteignent-elles un bon prix parce qu'il faut plonger pour les obtenir? Et il observe que la même plongée pour rapporter une coquille, il y a le même travail, mais ce n'est pas le même prix. C'est bien l'usage, le plaisir qui vont faire la valeur. Et alors vous avez avec Jevons, puis on va le retrouver avec tous les marginalistes, quelque chose qui n'a pas énormément d'intérêt à mes yeux, mais qui complique l'enseignement de l'économie officielle, c'est l'arrivée des mathématiques. L'utilité marginale est, mathématiquement parlant, assimilable à la dérivée première de la fonction d'utilité, et à partir de ça, vous allez avoir une fantastique littérature mathématique des marginalistes, dont on verra tout à l'heure qu'elle n'a pas énormément d'intérêt. Walras est, lui, je l'ai dit tout à l'heure, un Français expatrié en Suisse, socialiste convaincu, c'est un ami en plus de Jules Ferry, et il cherchait, et on aurait besoin d'un Walras aujourd'hui, à réconcilier les socialistes et l'économie, en publiant en 1860 la réfutation des doctrines économiques de Proudhon. Et il va formuler, lui aussi, une approche marginaliste. Pour comprendre l'origine des prix, du travail, de l'utilité, il va calculer la marge, mais il va ajouter un autre concept, la rareté, en disant que ça fait partie du calcul marginal. Il va aussi dire que si le raisonnement marginal s'applique aux consommateurs, il s'applique tout autant aux producteurs, et en situation de concurrence, on en reparlera tout à l'heure, pure et parfaite, en situation de concurrence, le prix, c'est aussi le coût marginal de production. Là, on fera de très belles équations mathématiques pour montrer que la dérivée du coût marginal du consommateur est égale à la dérivée du coût marginal du producteur. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est brillant. Il y a Menger, enfin, qui va inspirer l'école autrichienne. La valeur subjective varie d'un individu à un autre. Elle est le résultat d'une combinaison de chacun en fonction de ses propres critères d'utilité. Mais ce qui est très intéressant dans Menger, et on le reverra, c'est qu'il va insister sur la dimension psychologique et personnelle de la valeur. J'ai parlé des trois mousquetaires, comme vous cassez les trois mousquetaires, donc on va passer d'une théorie objective à une théorie subjective, d'une théorie de la valeur travail à une théorie de l'utilité marginale. Le calcul économique se fait à la marge, et je vous ai parlé des trois mousquetaires.
qui sont bien évidemment quatre. Le quatrième marginaliste, c'est Alfred Marshall, qui va aller plus loin. C'est un brillant économiste britannique, qui a une très forte reconnaissance internationale et une très haute idée de lui-même. Quand le jeune Keynes, dont il fréquente la famille, lui fait part de son désir d'être un économiste, il lui déconseille et lui dit que ça ne sert à rien. Tout ce qu'il est possible de connaître en économie est déjà dans les œuvres d'Alfred Marshall, et que, après lui, tout nouvel économiste sera condamné à rabâcher. Donc Alfred Marshall va réaliser une synthèse du marginalisme et définir la loi de l'offre et de la demande. Marginalisme pour le consommateur, marginalisme pour le producteur. L'entreprise produit quand ce qu'elle retire de la vente d'un bien est supérieur à son coût de production, ça va de soi, sauf pour l'administration. Chaque unité supplémentaire produite est par nature vendue, ou peut être vendue, à un coût marginal. Le coût moyen commence par diminuer du fait des économies d'échelle, puis il se met à augmenter du fait de, qu'on a parlé tout à l'heure, la loi des rendements décroissants. Marshall préfère parler de la loi des rendements non proportionnels. Il y a donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc deux forces opposées, agissant des deux côtés avec la même logique, celle du consommateur et celle du producteur. Et Marshall va recourir systématiquement en mathématiques, à la géométrie, pour trouver le prix qui réalise l'équilibre. Il écrit deux équations, il met en forme dans une courbe de l'offre et de la demande. Le prix et la quantité d'équilibre sont les coordonnées cartésiennes de l'intersection de ces deux courbes. C'est ce qu'on va appeler la croix de Marshall, avec là encore tout un langage mathématique qui est peut-être certains anciens, je ne suis pas certain qu'on l'apprenne encore aujourd'hui, mais autrefois nous apprenions toutes les variations de déplacement de la courbe de l'offre, de la demande, des deltas, des trucs, ça ne servait à rien, parce qu'en réalité la loi de l'offre et de la demande de Marshall, à mes yeux, ça consiste essentiellement à dire que quand les prix baissent, il peut y avoir, sous certaines conditions, davantage de demandes, et que quand les prix augmentent, il peut y avoir, sous certaines conditions, moins d'offres. Voilà. Au-delà de ça, les vaticinations mathématiques me paraissent sans grand intérêt. Mais toujours est-il, c'est que la théorie de Marshall, c'est une théorie parfaite. Il existe toujours un niveau de prix qui est l'équilibre, la quantité offerte et la quantité demandée. Et ce niveau d'équilibre est stable. Parce que dès que vous vous déplacez dans un sens ou dans un autre, il y a des forces de rappel. Si, pour un niveau de prix inférieur à l'équilibre, il existe donc un excès de demande sur l'offre, ce qui va provoquer une hausse des prix, qui elle-même va stimuler l'offre jusqu'au retour de l'équilibre. Chose que l'on peut voir, par exemple, dans le secteur du pétrole, sous certaines conditions. Je dis sous certaines conditions parce que tout ceci fonctionne avec une autre notion essentielle qui est la notion d'élasticité. On parle de demande élastique quand la demande varie beaucoup en fonction des variations de prix. La réalité, ce n'est pas forcément ça. La demande est inélastique. Là où il y a une baisse, ou une hausse des prix, a peu de conséquences sur la demande. Et l'élasticité elle-même dépend d'un effet de substitution. Si la viande est trop chère, la viande de bœuf ou de cheval est trop chère, je vais manger du poulet. Effet de substitution classique. Sur un marché bien organisé, concurrentiel et transparent, vous avez, nous dit Marshall, des prix d'équilibre, et tout déséquilibre est rapidement corrigé. Ce sont des marchés efficaces. Et c'est sur la base de Marshall, me semble-t-il, en tout cas quand je prenais l'économie, que l'on va développer une théorie du marché, une théorie de la concurrence,
une concurrence pure et parfaite, sur un marché parfait, parfaitement à l'équilibre, comme vont le prouver les formules mathématiques, qui vont être appelées à la rescousse de la démonstration. Mais au moment où j'étudiais cette théorie des prix d'équilibre et des marchés parfaits à l'université, par curiosité, je menais parallèlement des études de marketing et de publicité. Et je me souviens de mon professeur Henri Joannis, un des pionniers de l'enseignement du marketing à HEC, qui était un homme d'expérience, qui était l'ancien directeur de la communication des parfums Rochas, qui était vice-président de McCann Erickson, et qui enseignait comment dans la pratique, côté producteur, on pouvait construire la valeur d'un produit et lui donner un prix psychologique sur le marché, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la loi de l'équilibre et de la demande de Marshall, en jouant des motivations et des peurs. Vous voyez, ça c'est un de ses livres. Les motivations hédonistes, la gourmandise, la satisfaction sadique de descendre un moustique avec une bombe aérosol. Oblative, oblard, ça veut dire donner, faire du bien, donner quelque chose, tricoter des chaussons pour un nouveau-né. Auto-expression, le choix d'un vêtement ou d'une voiture pour exprimer sa personnalité, puis les freins, les inhibitions, les sentiments de culpabilité, si je mange trop de chocolat, les risques, les peurs, les prix trop chers, si j'achète ça c'est trop cher, ça va me priver d'un autre achat familial. Bon. Et donc, une théorie extrêmement subtile, intelligente, qui apprenait à jouer de tout cela pour fixer un prix psychologique qui n'était pas prévu par la croix de Marshall. On insistait aussi sur l'environnement de l'achat. Est-ce que l'achat était routinier? Est-ce que l'achat était saisonnier? Est-ce qu'il était réfléchi? Est-ce qu'il était impulsif? Quel était le rôle de l'entourage? Est-ce qu'il y avait un processus d'achat? Autant de choses qui venaient encore compliquer le beau raisonnement d'Alfred Marshall. Et puis, sur les différents types de prix, on apprenait qu'il y avait les prix d'écrémage. Vendre plus cher un camembert, ça ne signifie pas forcément qu'il est de meilleure qualité, mais ça signifie que les gens penseront qu'il est de meilleure qualité. Le prix d'alignement, c'est le prix moyen, le prix du principal concurrent. Le prix d'appel, c'est le prix pour stimuler la vente, l'acte d'achat, ou pour stimuler l'entrée dans un magasin, toutes les pubs des grandes surfaces. Le prix d'acceptabilité, celui qui satisfait le plus grand nombre, mais qui ne maximise pas forcément le chiffre d'affaires ou le profit. Le prix rompu, 14,90 €, c'est toujours mieux que 15 €. Voilà, plein de techniques liées au prix. Voilà qui remettait à mes yeux sérieusement en cause le modèle parfait des théoriciens du marché parfait. Il faut dire que ces modèles, et c'est ce qui est souvent reproché d'ailleurs aux libéraux, fonctionnent dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. Ah oui, votre concurrence. Ah oui, les marchés. Mais les marchés purs et parfaits, ça n'existe pas. Ce qui n'est pas faux, hein, comme je viens de le montrer. L'idée que la loi de l'offre et de la demande détermine dans des conditions de concurrence pure et parfaite des prix d'équilibre qui constituent une situation optimale est contrebattue, à mon avis, par la réalité, même si Walras et Pareto vont s'efforcer de donner une formulation mathématique à cet optimum. Mais pour ça que je ne suis pas rentré dans les mathématiques, parce que ça n'a pas énormément d'importance, puisque cet optimum fonctionne dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. Alors qu'est-ce qu'on appelle une concurrence pure et parfaite? Je ne l'ai jamais rencontrée. Vous ne l'avez jamais rencontrée. Il y a 5 critères. L'atomiticité, il faut beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Je vais essayer de montrer ça. Voilà. Aucun doit être en mesure de peser sur le marché. Il faut que les produits soient homogènes. Les biens échangés doivent être identiques ou interchangeables.
C'est valable pour du pétrole, pas valable pour des voitures. L'information doit être transparente. Tous les participants doivent avoir la même connaissance complète. L'idéal, en théorie, c'est la vente aux enchères. Mais on le verra, cette connaissance parfaite est ontologiquement impossible. Et pour être parfaite, la concurrence suppose la libre entrée et sortie sur le marché. Chacun doit pouvoir entrer sur le marché librement, sans restriction, sans délai. Et on va même plus loin d'ailleurs, parce que une économie d'échelle d'un producteur serait déjà un moyen de fausser la concurrence pure et parfaite. La libre circulation des facteurs de production, le capital, le travail doit pouvoir rapidement ajuster la demande à l'offre, se déplacer d'une industrie à une autre. C'est sympathique en théorie, mais ce n'est pas ce que l'on rencontre bien évidemment dans la pratique. On le voit, ce modèle de concurrence pure et parfaite est tellement parfait, tellement pur, qu'il n'existe pas. Ensuite, parce que les autres conditions ne peuvent pas être réunies. On a dit par exemple, pour s'en moquer, que le sourire de la vendeuse suffisait à avantager un produit et donc à fausser la concurrence. La publicité et le marketing, par nature, cherchent à creuser les différences, à rompre cette concurrence pure et parfaite, à prêter un produit des avantages réels supposés. Les brevets, les coûts de recherche, les permis d'exploitation, le pétrole par exemple, sont autant de barrières à l'entrée. Les facteurs de production ont leur rigidité. Les travailleurs ne se déplacent pas comme des pions sur l'échiquier de l'économie. La concurrence aussi, elle ne va pas porter que sur le prix d'une marchandise. Elle va porter sur les délais, les services, de plus en plus, les services associés, les qualités. Donc, la concurrence pure et parfaite n'existe pas. Au surplus, d'ailleurs, juste pour le plaisir de la théorie, certains ont fait remarquer que si la concurrence pure et parfaite existait, au bout du compte, à terme, l'ajustement sur longue période, chaque producteur doit fixer son prix de production, son prix de marché, pardon, en fonction du coût marginal. Pour aboutir à cette égalité, le coût marginal doit être égal au coût moyen, doit être égal au prix du marché. C'est-à-dire qu'il y a disparition de profit, et à la limite, ça légitimerait presque l'intervention d'un bureau central de planification pour découvrir ces prix parfaits. Donc, oublions cela, la concurrence est imparfaite. La concurrence est absolument nécessaire au bon fonctionnement d'un marché, mais la perfection est impossible. Dans certains cas, quelques entreprises se partagent le marché. Oligopole, Coca-Cola, Pepsi. Dans d'autres, une entreprise domine. On se souvient que Kodak a longtemps dominé le marché de l'argentique. Il existe des monomsomes. Ce qu'on appelle un nomsome, c'est un seul acheteur sur le marché. La défense nationale, par exemple. Il existe des oligopsomes. Par exemple, dans le domaine aéronautique, vous avez de très très nombreux équipementiers sous-traitants, et en réalité, vous n'avez que deux acheteurs finaux, Airbus et Boeing, pour les gros porteurs. Puis enfin, il y a la fameuse question des monopoles. Alors le monopole, c'est l'idée que il va être dans une situation telle que ses prix de vente vont être a priori supérieurs à ceux qui résulteraient d'une saine concurrence. C'est une évidence. En fait, oui, c'est une évidence, mais d'une part, une telle situation n'existe que si le monopole est durablement protégé de la concurrence par l'intervention des pouvoirs publics.
D'autre part, cela suppose que vous connaissiez le prix qui résulterait d'une vraie concurrence. Or, c'est très difficile à savoir. Ces situations se produisent d'abord dans les activités où les rendements sont croissants. Essentiellement, ce sont les activités de réseau, les lignes téléphoniques, les lignes électriques, les voies ferrées, etc. Les entreprises vont réaliser de formidables économies d'échelle, puis quand j'ai fait une ligne électrique à haute tension quelque part, je vais pas en faire une deuxième à côté. Pareil pour une voie ferrée. Donc, plus la production augmente, plus le coût moyen diminue, ce qui, de fait, institue des situations de monopole ou des situations d'oligopole. La question se pose de savoir s'il y a des solutions de substitution. Un monopole, à la limite, c'est le talent de Picasso. Picasso a le monopole des tableaux de Picasso. Mais il existe des solutions de substitution. Je peux acheter autre chose qu'un tableau de Picasso. Apple a le monopole des iPads. Mais je peux acheter des Galaxy Samsung sous Android. Donc la question se pose si vous avez des solutions ou non de substitution. Et là encore, le marché évolue de telle façon que, strictement sur le plan économique, les monopoles deviennent de plus en plus rares. Monopole du téléphone en France, protégé bien évidemment par le gouvernement, donc c'est pas un monopole naturel, mais monopole du téléphone avec France Télécom, et puis l'arrivée dans l'hertzien d'une vraie concurrence, qui redescend maintenant dans les lignes à domicile. Même le train est en concurrence, enfin au moins sur les longues distances. Je peux prendre l'avion. Donc, il existe des situations à tentation monopolistique, mais même si vous avez une situation monopolistique quelque part, pourvu qu'elle ne soit pas protégée par le gouvernement et que vous ne transformiez pas un monopole naturel, éventuellement provisoire, en monopole de fait éternel, dans cette situation-là, un monopole est à même de rendre un service. Si je fais la course en tête en étant sur l'iPad Apple, eh bien, j'ai par nature la rente de mon innovation. J'ai le monopole de mon innovation. Et toute l'action des entrepreneurs consiste à essayer de se forger un avantage comparatif et, si possible, des tas de barrières à l'entrée pour empêcher les autres d'aller sur cet avantage comparatif, de façon à pouvoir avoir une sorte de surprofit. Est-ce vraiment un surprofit? Le monde convient sans doute pas. Mais de façon à avoir un profit suffisant qui va me permettre de financer bien d'autres activités et de continuer à essayer, tant que je le peux, de faire la course en tête jusqu'au moment où une innovation technologique ou quelque chose vient renverser la situation. Donc, s'il n'existe pas de concurrence parfaite, en l'absence de concurrence, personne ne peut savoir ce que serait un prix compétitif. Et il n'existe pas de monopole parfait, sauf, et je viens de le dire, c'est de moins en moins vrai, les monopoles publics protégés par l'État. Une fois qu'on a dit tout cela, j'en arrive enfin à ce qui est contemporain, utile, efficace. Là, on a parlé de conception à chaque étape de l'histoire de l'humanité. On a eu une conception de la richesse et on a eu aussi une conception de la valeur et des prix. La conception moderne de la valeur et des prix, pour moi, sans nul doute, c'est l'idée que les prix, c'est de l'information. Et cette synthèse moderne, qui a déjà élaborée il y a quelques décennies, c'est l'idée que le prix de chaque transaction, en réalité, synthétise des milliards de décisions prises librement par des millions d'intervenants. Chaque homme
femme est porteur, au travers de ses préférences subjectives, d'une information singulière qu'on ne peut rentrer dans aucun modèle. C'est-à-dire que par nature, l'information de l'acheteur ou l'information du producteur est nécessairement incomplète. Les connaissances de chacun sont donc des connaissances limitées, et de la même façon qu'on a dit, il y a dans une société la division du travail, on peut dire qu'il y a aussi la division de la connaissance. Et c'est ce que va théoriser Friedrich Hayek dès 1937. Célèbre article ou brochure d'utilisation de la connaissance dans la société, traduite en français par Raymond, qui l'avait traduit. Pas forcément compris, mais traduit. Les prix ne sont rien d'autre que de l'information sur la rareté actuelle, la rareté future, sur l'offre, sur la demande. Ils sont en quelque sorte un condensé d'une somme faramineuse d'informations traitées sur le marché comme il le serait par un ordinateur géant. Mais aucun ordinateur ne peut et ne pourra embrasser la totalité des informations traitées sur le marché. C'est ce que va montrer Hayek. Vous avez pour les matheux une loi de la complexité, von Neumann. Pour contrôler un système à n éléments, il faut que j'ai un système à n plus 1 éléments. Donc on est tranquille, aucun ordinateur n'est prêt de voir la capacité cognitive du marché. D'autant que s'ajoute, et ça c'est très important, c'est ce que va nous dire Hayek, on a parlé de la connaissance rationnelle, mais il existe aussi une autre connaissance implicite, pratique, qui est imprimée au fond en chacun de nous par notre pratique sociale, notre existence même, et que nous allons exprimer dans nos comportements sans en être conscients. C'est le savoir implicite, savoir explicite et savoir implicite. Et les deux vont se conjuguer dans la formation des prix. C'est dire que le marché et le système des prix sont le meilleur, l'unique moyen de coordonner l'action d'acteurs économiques et savoir limiter dans un océan d'informations. Ce qui veut dire, oui, je vous ai mis cette citation-là que je trouve bonne d'ailleurs, la liberté laissée à chacun d'utiliser l'information dont il dispose pour poursuivre ses propres desseins, ouais, est le seul système qui permet d'assurer la mobilisation la plus optimale possible de l'ensemble des connaissances dispersées dans le corps social. Elle est à peine obtuse, cette formule, et elle dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, le marché n'est pas parfait, mais il est efficient. On ne lui demande pas plus. Il est efficace. Enfin, il est plus efficace que n'importe quelle autre structure, j'y reviendrai. Il permet de mobiliser au mieux la connaissance disponible, compte tenu des acteurs, compte tenu qu'il n'y a pas de surhomme dans ces acteurs. Il permet aussi de corriger les erreurs. Et de corriger les erreurs plus vite que par n'importe quel autre moyen. La concurrence, de ce point de vue-là, est, nous dirons les économistes autrichiens, la concurrence est une procédure de découverte. Donc je découvre, je tâtonne, je découvre, et cette découverte, elle est par nature instable. La belle photo, j'aurais dû la remontrer, d'Alfred Marshall, cette belle courbe, etc., ça n'existe pas. L'économie, c'est pas une photo, c'est un film. À chaque instant, ça bouge. Et donc, c'est cela l'apport des économistes autrichiens, et tout particulièrement Hayek. Et l'entrepreneur hayekien, on a parlé d'entrepreneur schumpeterien, l'entrepreneur hayekien, c'est un découvreur. C'est celui qui, mieux que d'autres, va savoir mobiliser l'information trouvée et proposer et agir. Alors, bon,
le marché n'est pas parfait, il est efficace, mais il sera d'autant plus efficace que l'information sera fiable, pas censurée, pas manipulée. Si vous manipulez quelque part les prix, manipuler le thermomètre, ça peut tromper le diagnostic d'un médecin. Hein. Donc, Hayek va ainsi dénoncer les interventions de l'État de nature à fausser les prix, à faire mentir le signal des prix. Et c'est pour ça qu'Hayek, avec Mises d'ailleurs, seront des critiques extrêmement pointues des systèmes totalitaires de leur époque, le nazisme, le communisme, et même au-delà, Hayek démontra, plus que dénoncera, démontra les tentations planistes de la gauche et de la droite au XXe siècle. Et surtout, il va s'attacher à montrer l'impossibilité théorique de l'État à vouloir diriger toute la vie économique à partir d'une planification centrale. Ça me paraît évident aujourd'hui, après la chute du mur. Ça ne l'était pas à son époque. Et dès 1920, dans un article sur 1920, dans un article sur le calcul économique en régime collectiviste, puis en 1922, dans un autre livre, Socialisme, Hayek va expliquer pourquoi non seulement tout système de planification centrale est non seulement moins efficace qu'un marché libre, mais aussi pourquoi il est condamné inéluctablement à s'écrouler. Une économie ne pouvant fonctionner durablement, sans prix de marché, pour transmettre l'information. Donc c'est pour ça que je pense que cette pensée est extrêmement moderne. À l'époque de la civilisation de la connaissance, donc de l'information numérique, penser le marché et les prix sous forme de l'information, il n'y a rien de plus moderne. Quelles sont donc les fonctions du marché? Les fonctions du mécanisme du prix, donc du marché, je les ai trouvées chez Milton Friedman. Transmission de l'information sur l'offre et la demande, la coordination. L'incitation pour les producteurs à s'orienter vers les secteurs au prix élevé, ce qui permet, on l'a vu avec Marshall, un retour à l'équilibre. Et ce troisième point va mériter quelque attention, la répartition. Il y a une fonction de répartition dans le mécanisme de marché. Transmission de l'information. C'est la coordination par le calcul économique, c'est un point essentiel. Le producteur et le consommateur réagissent à des signaux sous une forme extrêmement simplifiée, un peu comme on réagit avec des feux tricolores qui régulent la circulation. Les prix, on l'a dit, sont en quelque sorte le condensé d'une somme faramineuse d'informations traitées par un ordinateur géant, et au fond, ça aboutit à un signal simple. Toutes les informations pertinentes des produits, etc., y compris leur rareté actuelle et future, sont intégrées par go or no go, rouge ou vert, qui facilite l'action et qui permet le calcul économique. La fonction d'incitation, on va donc pouvoir répartir la rareté en fonction de la demande des utilisateurs. Les prix élevés vont stimuler de nouvelles activités. Et c'est ce signal prix à la marge qui est le moteur de l'innovation. Un prix du pétrole élevé attire tous les entrepreneurs d'énergie nouvelle. Et tous les porteurs de capitaux qui pensent qu'il y a peut-être une bonne affaire à faire en investissant à leur côté. Puis enfin, il y a cette notion essentielle de répartition. On entend souvent dire, classique du discours politique, avant de répartir, il faut d'abord produire. C'est vrai, hein, c'est du bon sens. Mais la réalité n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas la production, puis la répartition. En réalité, le gâteau qui sort du four
de l'économie de marché, il sort très très largement prédécoupé. Je pourrais détailler tout cela, mais la partie qui m'intéresse là, c'est la question du partage entre le capital et le travail. On a vu que Marx avait dit, c'était le symbole de l'exploitation, le capital devait tuer le travail. Il y avait une exacerbation du conflit entre le capital et le travail. Et en fait, le capital et le travail sont dans un même bateau. Et nonobstant les époques, nonobstant les régimes politiques, le bateau du capital-travail est très, très, très stable. Fondamentalement, entreprendre, c'est être capable de faire un mélange intelligent de deux ingrédients. Le travail, le talent, le capital de l'autre. C'est la recette du gâteau. Capital, travail. Le critère d'efficacité, c'est le profit. Cette règle toute bête, la valeur de la output de la machine doit être supérieure à la valeur des inputs. Sinon, vous appelez Oliès. Tout autre nom, demandez à Montebourg, il doit avoir une dissonance. Sans profit durable, il n'y a pas d'entreprise durable. Et la force du marché, de ce système des prix, c'est de permettre le calcul économique. Si je n'étais pas capable de calculer, je ne saurais pas. Donc c'est la force du marché de permettre ce calcul. Mais je disais que c'était très stable. Il existe au fond un mystère du capital. Quel que soit le pays considéré, quelle que soit sa forme de gouvernement, si j'accepte les économies planifiées ou le calcul économique est impossible. Sur une période, pourvu qu'elle soit longue, la part du travail est des 2/3, celle du capital est d'1/3. C'est une observation d'ailleurs assez ancienne, qu'on appelait la constance de Bollée en 1900, et qui a été théorisée en 1929 par deux économistes américains. 29. La loi dite, la fonction plus exactement, Cobb-Douglas. Alors là encore, je vous passe sur la formulation mathématique, sans doute discutable, les hypothèses très théoriques, puisque là aussi se plaçait dans un cadre de concurrence parfaite, sans rigidité des marchés des biens du travail, la rémunération du travail et la rémunération du capital correspondant à leur productivité marginale, etc. Je laisse le calcul économique, mais on a donné une démonstration à quelque chose qui me paraît peut-être pas forcément démontrable. Toutes les démonstrations que j'ai trouvées, vous avez Philippe Askenazi, l'économiste socialiste, qui a fait des choses très intéressantes sur le sujet, sur l'outil livre, le partage de la valeur ajoutée, qui montre toutes les démonstrations pour arriver à ça. Mais vous pouvez balayer les démonstrations, aucune n'est vraiment convaincante, mais la réalité est observable. 2/3, 1/3. Il y a un économiste que je ne résiste pas à vous citer, c'est un économiste d'origine hongroise, qui est un économiste britannique, qui s'appelle Nicolas Kaldor. Enfin, qui s'appelait, parce qu'il est mort il y a une vingtaine d'années. Il était néo-keynésien, socialiste, et il va se dire comment optimiser le mélange capital-travail dans l'intérêt du salarié. Et il va dire, il faut imposer sa relecture au gouvernement aujourd'hui, pour maximiser l'intérêt des salariés, il faut maximiser le capital. Et il alla même jusqu'à préconiser une fiscalité unique sur la dépense, comme étant, un peu comme Pascal Salin, comme étant la fiscalité idéale, on en reparlera, c'est-à-dire en fait une fiscalité zéro sur le capital. Vous savez que cette question du profit du travail avait été très discutée par l'ancien président de la République qui était arrivé au gouvernement, enfin aux affaires de la tête de l'État, en disant c'est pas juste. Le capital est trop rémunéré et le travail pas assez.
il avait, vous vous souvenez peut-être, envisagé une règle des 3/3, qui aurait contribué à diminuer les investissements par deux. Il suffisait de faire une règle de 3, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, en réalité, sur longue période, vous aboutissez à ça. Voilà ce que c'est en France. Je crois que j'ai pris sur Wikipédia celui-là, mais vous jouez chez Askenazi. Bon, vous avez une petite... Alors, c'est vrai que vous avez eu quelques statistiques qui ont été faites en prenant le capital tout à fait en haut, ici, et en disant, vous voyez, ça a diminué, la part, etc. Il faut regarder sur longue période. Car dans tous les pays, au moment de la crise pétrolière, vous avez eu une déformation de la courbe. Mais, vous voyez, une extraordinaire stabilité de la part des salaires et du capital. Je trouve cette loi de Cobb-Douglas intéressante à connaître. Donc, le marché remplit ces trois fonctions, coordination, incitation, répartition. Mais l'information n'est jamais parfaite. On l'a dit, qu'elle n'était jamais complète, je dirais qu'elle n'est aussi jamais parfaite. L'information peut être parasitée. Il peut y avoir des confusions entre le rouge, le vert et l'orange. La circulation peut perdre de sa fluidité. Il peut y avoir des embouteillages. Il peut même y avoir des accidents sérieux. Si vous perturbez durablement le signal de la monnaie, l'inflation, on en reparlera. Bonjour, les dégâts. Et là, vous avez plein de questions qui se posent. Est-ce que l'individu dispose de l'information nécessaire pour comparer la qualité des différentes chaussures qui lui sont offertes, pour comparer les polices d'assurance vie, tel logiciel, tel smartphone? Acquérir de l'information, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Même si Internet contribue à réduire beaucoup le coût d'une information primaire. Mais même là encore, plus on recueille d'informations, moins elles ont des chances d'être utiles. Éplucher dans le détail la page 52 de ma requête Google, c'est moins pertinent que la première page, bien évidemment. Trop d'informations peut tuer l'information. Donc, si le modèle de concurrence pure et parfaite n'existe pas, si le prix est en lui-même un vecteur d'information, obtenir cette information peut être coûteux. C'est ce que l'on va appeler le problème des coûts de transaction. De plus, sur le marché, un des deux acteurs, ou un des protagonistes, dispose d'une meilleure information que l'autre. C'est ce que l'on va appeler l'asymétrie d'information. Et je voudrais revenir sur ces deux notions essentielles pour comprendre l'économie de l'information. Tout échange économique, toute transaction engendre des coûts. Un coût de recherche d'information, l'étude de marché, la prospection, la comparaison, le rapport qualité-prix. Pour des achats compliqués, un coût de négociation, un coût de décision, un coût de surveillance, d'exécution, contrôle de la qualité, suivi, livraison. Et l'idée qu'il existe sur chaque transaction des coûts induits, plus ou moins importants, a été portée par un économiste américain, Ronald Coase, toujours vivant, prix Nobel 1991, il est né en 1910, dans son livre « La nature de la firme », qui est un vieux livre, il date de 1937. Ces coûts de transaction remettent en cause donc l'hypothèse de l'information parfaite. Et c'est là le gros apport de Ronald Coase, ça va expliquer pourquoi il y a l'existence de firmes, l'existence des firmes. C'est la grande œuvre de Ronald Coase. Il dit au fond, il y a les transactions de marché,
avec leur coût de transaction, mais dans certains cas, intégrer à l'intérieur d'une seule organisation un certain nombre de fonctions pour éviter les coûts de transaction peut être plus économique. C'est vrai pour l'entreprise, cela peut être vrai sous certaines conditions, le cas échéant, pour l'administration. Si la firme existe, nous dit Ronald Coase, c'est que dans certaines circonstances, elle permet l'exécution de transactions à des coûts inférieurs à ceux du marché. Le système des prix au sein de la firme est remplacé par un système de coordination, intégration verticale, accord de licence ou de franchise, multinationales qui optimisent la production, leur production dans différents pays, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a des chiffres et des prix pour faire des calculs. Mais cela veut dire que c'est l'idée de l'économie de coût de transaction qui peut expliquer l'existence des firmes. L'autre idée, c'est la symétrie d'information. On a vu tout à l'heure l'exemple de présenter une photo de voiture d'occasion. C'est l'exemple le plus célèbre. Seul le propriétaire possède l'information sur la qualité, l'état réel du véhicule. On pourrait penser que le propriétaire d'un véhicule de mauvaise qualité serait prêt à le vendre moins cher qu'un propriétaire de bonne qualité. Mais là, les choses se compliquent. Et c'est sur cet exemple qu'un économiste américain célèbre, Akerlof, prix Nobel d'économie en 2001, pour un célèbre article qui s'appelle The Market of Four Lemons, qui veut dire le marché des tacos. Le marché des tacos qui montre que les acheteurs vont se retirer du marché, les bons acheteurs vont se retirer du marché parce qu'ils n'ont pas confiance, ce qui fait baisser les prix, ce qui rebute les vendeurs de voitures de bonne qualité, qui se retirent du marché, et la proportion de tacos augmente sur le marché, les mauvaises voitures chassent les bonnes. C'est la démonstration d'Akerlof. Je la poursuis sur d'autres points, mais en tout état de cause, ça signifie que le mécanisme concurrentiel n'est plus efficace car le prix n'est plus le signal de la valeur d'un bien dans des situations d'asymétrie d'information. Alors, c'est pas par ce qu'on appelle, et on fait une anti-sélection, on appelle ça aussi une sélection adverse, qui élimine les produits de qualité. Bref, le marché ne marche pas. Mais c'est pas parce que le marché ne marche pas qu'il faut avoir forcément recours à des solutions publiques. Elles peuvent être publiques. Vous pouvez imposer une garantie sur la voiture d'occasion, ce qui change tout. Bien évidemment, une garantie vendeur. Vous pouvez avoir des normes, vous pouvez imposer un contrôle technique. Donc l'intervention publique n'est pas forcément à rejeter. Mais il existe aussi plein de mécanismes de marché, des solutions de marché. Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, il existe des tiers de confiance qui peuvent rétablir, ça peut être le cas de revendeurs bien évidemment de voitures d'occasion, qui peuvent rétablir la symétrie d'information. Le cas particulier d'asymétrie d'information, c'est ce que l'on appelle aussi le risque moral, le hasard moral. C'est quelqu'un qui va prendre un risque dommageable, totalement inobservable pour ses partenaires à un moment donné, ou pour son assureur. C'est quelque chose qui joue beaucoup dans l'assurance. Le partenaire est alors dans une situation qui est caractérisée par ce qu'on appelle donc l'aléa moral. Une fois la police souscrite, le souscripteur du contrat peut totalement changer de comportement. Imaginez que vous ayez une sécurité sociale automobile. Payée par une cotisation mutualisée et solidaire. Assurance tout risque.
je pense que ceci changerait les comportements de chacun d'entre vous. En tout cas, ça changerait les miens. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. L'exemple d'actualité classique, c'est, pour les banques, le célèbre too big to fail. Puisque les gouvernements donnent une assurance aux banques qu'en tout état de cause, ils viendront à leur secours pour empêcher la faillite, ça signifie que si vous me faites disparaître mon risque de faillite, je prends d'autres risques. Et ça signifie ensuite que pour corriger cette perversion de fond, qui est le refus de la faillite des banques, vous soyez ensuite obligé de prendre des tas de mesures réglementaires pour essayer de surveiller dans le détail le comportement des banquiers. Là encore, il y a plein de techniques qui peuvent résoudre, au-delà de l'État, l'aléa moral. L'exemple le plus classique, c'est celui des franchises. Franchise d'assurance rétablit une symétrie d'information. Donc, tout ceci nous crée le cadre dans lequel nous voyons que la vie économique, c'est un marché, un échange, des échanges, un marché, un système de prix qui permet le calcul économique. Le mot économie, vous le savez, a plusieurs sens. On peut faire de l'économie ou on peut faire des économies. Mais ces deux mots, en réalité, sont très voisins. Ce ne sont pas deux mots qui sont distincts. Pour faire des économies, il faut faire de l'économie. Quelque chose d'essentiel. L'économie, c'est au fond la science qui a été inventée pour redécouvrir les comportements qui permettent d'économiser au mieux les ressources rares. Toutes les ressources rares. Le talent, le capital, les matières premières. Donc, retenez cela, pour faire des économies, il faut mieux vous faire de l'économie. Encore faut-il que le mécanisme des prix et de marché permette le calcul économique. Or, beaucoup d'activités exercées par la puissance publique ou sous le contrôle de la puissance publique échappent au calcul économique. Et échappant au calcul économique, elles échappent aussi, ipso facto, aux mécanismes naturels qui permettent de réaliser des économies. Expliquer ça aux membres d'un gouvernement depuis 10 ans ou 20 ans, c'est très difficile. Et pourtant, c'est la base. Les dysfonctionnements de la puissance publique sont très largement liés au parasitage du calcul économique par le calcul politique ou par, tout simplement, l'impossibilité du calcul économique. Je vais prendre quelques exemples. Le marché du logement. Quel marché? Il n'y a pas un marché du logement. Il y a des marchés administrés, des contrôles de prix, des réglementations, des prêts à taux zéro, etc. Allez dire que c'est un marché du logement? Non. C'est un patchwork extraordinaire qui ne permet pas un véritable calcul économique neutre entre les différents types de logement. Le marché du travail. Le marché du travail, on en reparlera, mais le marché du travail, pour fonctionner, il faut que le travail puisse être packagé dans des études, dans des formes juridiques qui permettent l'échange. Si vous avez juste deux contrats, le CDI ou le CDD, pas très adapté à la complexité de l'économie. Dirigeant d'une start-up ou la caissière de supermarché, même contrat, bizarre. Et puis, vous avez tout le parasitage des prix. Le parasitage du salaire minimum, qui n'en est pas forcément un, parce qu'on pouvait avoir un salaire minimum. Il peut même remplir un certain nombre de fonctions économiques. Au début, lorsque l'on a fait le salaire minimum, on disait ça éliminera les mauvaises entreprises qui ne seront pas capables de payer ce salaire minimum, tant pis pour elles.
fonction darwinienne. Ça a été pensé comme ça à l'origine, on l'a oublié. Un salaire minimum. Mais vous pouvez avoir un salaire minimum. Le problème, c'est quand le salaire minimum devient un salaire locomotive entre les mains du gouvernement pour, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, notre gouvernement a beaucoup plus élevé le SMIC que l'ont fait les socialistes du gouvernement précédent. Oui. Bon, bref. Après, on est obligé de rogner, de trouver des tas de formules, type TVA sociale et ça, pour reprendre ce qu'on a imprudemment donné. Enfin, bref, donc marché perturbé. Ça suppose aussi la formation, ça suppose ça. Nous n'avons pas un véritable marché du travail fluide. Là encore, c'est quelque chose d'essentiel. Le secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est un secteur tout à fait intéressant parce que là, à mon avis, on est totalement en dehors du calcul économique. Le secteur de la santé, ça reste pour moi, pour l'essentiel, le dernier grand secteur collectiviste. Vous croyez avoir des prix. Quel est le prix du médecin? Quel est le prix de l'ambulance? Quel est le prix de la consultation? Quel est le prix de la nuit d'hôpital? Pas des prix. Ce sont des tarifs. C'est pas du tout la même chose. Pour qu'il y ait un prix, il faut qu'il y ait eu échange, qu'il y ait eu un phénomène de concurrence, qu'il y ait eu des droits de propriété. Vous n'avez rien de tout cela. Donc c'est un secteur qui échappe au calcul économique. Et au gouvernant après gouvernant, on dit, cette fois-ci, croix de fer, c'est juré, vous allez voir, nous allons faire un nouveau plan et nous allons mieux gérer un système qui par nature échappe au calcul économique. Je serais rassuré, les gens diront, nous allons non pas faire des économies sur la santé des Français, mais nous allons essayer de construire une économie de la santé. Je pourrais continuer, marché agricole, est-ce la peine? Prélude du livre, le périphérique, on s'en fout. La monnaie, mais nous en parlons. La manipulation des prix de la monnaie est sans doute le plus grave désordre économique que l'on puisse faire. Donc, le calcul, il existe de faux calculs économiques, le contrôle des prix, qui perturbent les marchés, et, je l'ai dit aussi, les faux marchés. Je voudrais terminer en vous parlant de l'avenir du marché. Pour faire bien, j'ai appelé ça le marché 2.0. Donc, nous partons d'une idée que la valeur coutumière repose sur le travail. Puis, nous voyons que le prix va refléter la valeur travail. Puis, nous voyons l'utilité marginale. Puis, nous avons vu que les prix sont de l'information. Et je crois que la théorie moderne des marchés, comme système complexe d'information véhiculé par les prix, est d'une très grande modernité au regard de la développement de la civilisation du savoir numérique, où la richesse vient et viendra de plus en plus de la capacité à traiter, à transformer l'information. Cela étant, à l'heure du web 2.0 et bientôt du web 3.0, web 3.0 c'est le web 2.0 plus sans doute l'intelligence sémantique. La théorie des marchés reposant sur l'information est, je dirais, sinon à repenser, du moins sûrement à compléter. Quelques pistes. Le web, vous le savez tous, facilite l'information de l'acheteur à chaque instant. Nous avons, chacune et chacun, toute l'offre mondiale à portée de clic. Et puis nous avons des avis d'utilisateurs qui permettent de réduire l'asymétrie d'information. Si vous allez dans un hôtel quelque part pour vos prochaines vacances, mon conseil, si vous ne le faites déjà, passez par TripAdvisor. Il vous dira s'il y a une décharge à côté ou si le personnel est souriant ou ne l'est pas. C'est évident. L'information elle-même a un coût.
mais elle est très largement offerte aujourd'hui à coût nul. Et en tout cas, le coût marginal de reproduction de l'information, c'est-à-dire la matière première de l'avenir, l'information, c'est la matière première de l'avenir, la matière grise. Une matière première qui est reproductible, inépuisable, durable. Donc, le coût marginal de reproduction de l'information, du savoir, de la connaissance, c'est-à-dire de l'information mise en forme, a un coût marginal nul, ou en tout cas très 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 voisin de zéro. Ce qui change l'économie. Je l'avais dit dans la première conférence. Milton Friedman nous avait appris qu'il n'y a pas de repas gratuit. Dans l'économie ordinaire, oui. Dans l'économie de l'information, il y a des repas gratuits. Le producteur peut mobiliser le capital humain de ses clients. Ça, c'est un point essentiel. Capter la puissance, l'intelligence de la multitude. Ceux qui s'intéressent à cette question pourront lire avec plaisir L'âge de la multitude de Henri Verdier. Verdier il n'est plus aujourd'hui, mais était le patron du comment ça s'appelle, du pôle d'innovation, du technopôle, quelque chose comme ça, de la région parisienne, des sciences du domaine de l'économie numérique. Donc, l'âge de la multitude d'Henri Verdier, et c'est assurément la force de grands géants comme Google ou comme Facebook, mais aussi de plus petits, d'enrichir leur moteur de recherche ou le fonctionnement des réseaux par la collaboration spontanée de la multitude. À tel point qu'il existe de brillants technocrates français qui ont envisagé de taxer le clic intelligent de la multitude. Le rapport Colin et Colin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait en 15 jours un malheur international. Dès qu'on a une nouvelle source d'impôt, ça se diffuse vite. Ça veut dire une nouvelle dimension de la valeur qui apparaît. Celle qui consiste à capter la puissance d'innovation, capter la puissance de création de la multitude. Et si possible, ses contributions spontanées. C'est ce qu'on appelle, la formule est de Yann Moulier-Boutan, mais c'est le capitalisme cognitif. Je crois que c'est vraiment quelque chose à développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première phase d'industrialisation, on en a parlé, a consisté et a multiplié par la machine, la force physique humaine. Le capitalisme cognitif, c'est tout ce qui va permettre de multiplier l'intelligence. Mais multiplier l'intelligence, c'est pas seulement des machines qui vont multiplier l'intelligence, c'est mobiliser cette intelligence collective, celle qui est sur le marché dont on parlait tout à l'heure, l'intelligence de la multitude, pour permettre de remplacer par exemple la production de masse standardisée par une production personnalisée, pour impliquer les bénéficiaires dans la création de valeur, comme on le voit dans le domaine de la santé, prévention, tant de choses que nous faisons pour nous, commençons à faire nous-mêmes, ou dans le domaine de l'éducation. J'ajoute aussi que ce qu'on peut appeler les biens de connaissance ont besoin de trouver leur statut juridique moderne. Je pars de l'idée simple, personne ne sait tout le monde sait quelque chose, donc on a intérêt à échanger. Et aussi, la connaissance est le seul bien qui ne vous appauvrit pas si vous le partagez. Ça change la donne, ça. Je ne sais pas comment, mais j'ai du mal à penser qu'il ne faut pas repenser un peu les choses. Ou qu'on se trouvera des économistes pour les repenser. C'est la question des brevets. Je ne vais pas l'aborder ici, mais brevet, c'était ce qu'on appelait au XIXe siècle des privilèges. Rien que le mot me met la puce à l'oreille. Et puis,
vous voyez bien que les modèles économiques aujourd'hui vont faire appel beaucoup plus à des métaphores écologiques qu'à des métaphores mécaniques. J'avais montré ça lorsqu'on avait fait les 3 âges de l'histoire de l'humanité, la civilisation industrielle, la civilisation de la connaissance. La première, c'était le triomphe de la mécanique, de l'ingénieur, de l'architecte. Second, c'est plus l'écosystème, le jardinier. Et souvent, on vous prend comme modèle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, la pollinisation ou la constitution de récifs coralliens. C'est un nouveau mode de constitution de richesse. Ce qui veut dire quoi? C'est une intuition. Hein. Il y a quelqu'un qui, semble-t-il, a la même, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais, que j'apprécie beaucoup, qui est Peter Thiel. Peter Thiel est le fondateur de PayPal, impliqué dans des tas de projets libertariens de la côte ouest, et commentateur, et, à travers de nombreuses conférences, de ceci. Donc, nous entrons dans un monde où il n'y a pas seulement une confrontation sur le marché entre des producteurs et des consommateurs, mais il y a une variété hybride qui est en train d'apparaître. On en a parlé, le prosommateur. Donc tous un peu producteurs et un peu consommateurs. Et vous avez, au fond, peut-être, je me risque dans cette explication, dans une économie de transaction, les gens qui disent on ne va pas s'enquiquiner à faire des échanges marchands. Je fais ça, tu fais ça, règle de réciprocité, règle spontanée de coopération. Dans la création de richesse. Vous voyez bien que, vraisemblablement, cette nouvelle économie ne remet pas du tout en cause, à mon avis, les théories de l'information que l'on a évoquées tout à l'heure, mais nécessiterait sans doute que quelques personnes s'y penchent pour les compléter, tant il est vrai que cette société de l'information, c'est une société qui donne des chances à David contre Goliath, qui met fin aux privilèges, qui permet à une personne seule, quelque part, de mobiliser un savoir mondial éclaté pour créer, inventer quelque chose. Donc c'est ces formes de coopération nouvelles, de mobilisation du savoir, par le marché sûrement, par peut-être d'autres formes qui sont en cours d'apparition, pour lesquelles il faudrait réfléchir. Tant il est vrai que, au bout du compte, une fois que l'on a dit tout ça, le prix, la valeur, c'est ce qui coordonne nos actions économiques, mais au fond, le prix, la valeur, cela reste toujours subjectif. Et je voudrais terminer par cette citation. Oui, c'est ce que j'ai mis là. Les différences de l'information centralisée, l'information décentralisée. Ça, ici, vous avez les théories hayekiennes et de l'école autrichienne qui vous permettent de très bien expliquer ça. Et ça, il faut le considérer sous l'angle de relations économiques, mais aussi sous l'angle d'échange de savoir. Le marché d'échange de savoir reste à penser. Donc je terminais par cette citation d'Oscar Wilde, que je les adore, qui m'avait soufflé Jimmy Goldsmith. Il parlait de quelqu'un, il connaissait le prix de chaque chose, mais la valeur d'aucune. Cela pourrait s'appliquer à beaucoup de nos technocrates aujourd'hui. Merci.